Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être ici aujourd'hui. D'abord, juste vous dire, il est 5h10, donc c'est la fin du travail pour plusieurs. On va avoir plusieurs personnes qui vont arriver pendant le début, là, donc si vous voulez vous avancer un petit peu ou bien on va être dérangé, en tout cas, il y a la place en milieu, les places ne sont pas réservées. Je m'appelle Jean-Philippe Renaud, classique, un homme blanc qui vient parler à l'ouverture d'un événement sur le leadership féminin dans le monde de l'environnement. Je vais vous dire à quel point c'est un enjeu important parce que plusieurs des problèmes avec lesquels on vit maintenant sont causés, à mon avis, par un peu le référentiel patriarcal qui est sur l'exploitation, sur la compétition. Donc, merci beaucoup d'être ici. Je vous remercie au nom de la MDD. J'aimerais remercier aussi Hydro-Québec, qui est notre partenaire principal, qui paye le salaire de mes deux collègues en arrière et la location de la salle et tout et tout. Donc, merci à eux. Merci à Desjardins aussi, notre partenaire. Donc, sans plus en ajouter, je voudrais vous remercier beaucoup. Et puis, je cède la parole à Maureen. Merci beaucoup. Donc, bonjour encore tout le monde, à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Il y a aussi des personnes qui nous rejoignent en ligne. Donc, merci beaucoup à tout le monde qui est connecté sur Zoom pour ce panel sur les femmes à la défense de l'environnement. Donc, comme moi je vous le disais, je m'appelle Maureen. Je suis chargée de projet pour SUCO. Est-ce qu'il y en a parmi vous pour qui c'est votre premier événement peut-être avec SUCO ? Oui. Oh, waouh, ok, excellent. Donc, ça fait toujours plaisir de voir des nouveaux visages, puis d'agrandir comme ça un petit peu notre communauté. Donc, peut-être pour vous dire un petit mot sur ce qu'on fait chez SUCO. Donc, on est un organisme de coopération internationale. On est basé à Montréal depuis quand même 1961. Donc, ça fait un petit bout qu'on existe. Et aujourd'hui, on travaille avec des partenaires dans 11 pays dans le monde. Donc, on est présent au Canada, on est présent en Haïti, on est présent en Amérique latine et aussi en Afrique de l'Ouest. Puis, avec ces partenaires, on travaille sur quoi ? On travaille principalement sur 3 axes. Le premier, c'est les systèmes alimentaires viables. On travaille aussi sur la résilience au changement climatique. Et évidemment, on travaille sur les droits et participations des femmes. Donc, ce n'est pas anodin qu'on ait choisi cette thématique pour le panel d'aujourd'hui. Alors, avant de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, pour nous, c'est toujours important de commencer ces rencontres par une reconnaissance territoriale. Donc, j'aimerais débuter cette rencontre en reconnaissant que nous sommes situés ici à Montréal, sur un territoire qui, au fil de l'histoire, a été habité par différentes nations autochtones. En effet, celles-ci ont été les gardiennes des eaux et des terres sur lesquelles on vit aujourd'hui. Et Montréal est reconnu historiquement comme un lieu de rencontre où de nombreuses Premières Nations ont vécu, puis continuent d'y vivre. Puis aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une population diversifiée qui réside à Montréal. Alors pour nous, c'est vraiment dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues qu'ont entretenues et continuent d'entretenir en ces lieux les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Comme vous le savez, il y a quelques jours, c'était la Journée internationale des droits des femmes. Donc on avait aussi à cœur de personnaliser cette reconnaissance territoriale-là en reconnaissant et en honorant les femmes, les filles autochtones disparues et assassinées qui subissent et ont souffert de violences et qui ont été et continuent d'être si cruellement enlevées à leurs proches. Donc le panel d'aujourd'hui, comme je vous disais, va porter sur les femmes à la défense de l'environnement. Alors, on va vraiment venir vous inviter à réfléchir sur les liens qui existent entre féminisme et écologie. Peut-être que vous faites déjà ces liens-là naturellement, ou peut-être que ça va être la première fois que vous allez entendre parler d'écoféminisme. Mais en tout cas, je pense que ça promet d'être très intéressant. Donc, avant de céder la parole et puis de vous présenter nos superbes panélistes ce soir, j'aimerais faire une brève introduction, puis revenir peut-être sur quelques chiffres clés. Alors, selon les Nations Unies, les femmes ont 14 fois plus de risques de mourir de catastrophes naturelles que les hommes. Donc 14 fois, c'est vraiment énorme. Puis c'est un chiffre qui fait beaucoup de débats, puis qui peut vraiment faire réagir, mais pourtant qui est bien réel en fait. Même quand il est question d'environnement, les inégalités entre les femmes et les hommes sont présentes. Pourtant, depuis le 19e siècle et bien avant encore, des femmes qui s'engagent pour l'environnement, il y en a des tonnes. Je pourrais vous citer Rachel Carson, je pourrais vous citer Wangari Maathai, je pourrais vous citer encore Françoise Daubonne, Berta Cáceres et bien plus.
Mais ce qu'on voit, c'est que souvent, ces femmes-là, on ne les connaît pas ou on les connaît peu. Puis quand on en connaît certaines, on ne sait même pas qu'en fait, elles étaient engagées pour l'environnement. Par exemple, est-ce que parmi vous, certaines connaissent George Sand? Oui, ok. Pour quelle raison la connaissez-vous? Dans quel contexte? C'est qui George Sand? Littérature, hein. Souvent on la connaît parce qu'elle était écrivaine. Est-ce que vous saviez qu'elle était aussi défenseuse de l'environnement? Bon, Odette, tu le sais parce qu'on a travaillé ensemble dessus, mais très souvent on ne le sait pas. Et en fait, George Sand, elle s'est engagée pour protéger une forêt qui est la forêt de Fontainebleau, qui est dans la région parisienne. Et c'était une forêt en fait en 1872 qui était menacée de destruction. Et donc elle a vraiment pris position pour protéger cette forêt-là. Puis aujourd'hui encore, en 2024, la forêt a été préservée. Mais ce qu'on voit, c'est que finalement, le combat des femmes pour l'environnement, il est très souvent effacé de nos livres d'histoire, puis malheureusement, on entend peu parler. Donc aujourd'hui, nous, on a vraiment à cœur de redonner la place des femmes, la place qu'elles méritent, puis la place qu'elles ont naturellement dans la protection de l'environnement. Puis, moi, je trouve que c'est quand même inspirant parce qu'on voit qu'il y a aussi toute une nouvelle génération de femmes qui sont engagées. Donc ici, je penserais notamment à Vanessa Nakate, qui est une militante ougandaise. Elle est toute jeune, elle a 27 ans. Mais plus près de chez nous, au Canada, il y aurait aussi Autumn, qui est Anishinaabe, puis qui s'engage pour l'accès à l'eau dans les communautés autochtones. Donc voilà, il y a vraiment de l'espoir, puis vous allez voir, ça va être aussi une question d'espoir dans les discussions de ce soir. Puis justement, avec nous ce soir, on a la chance d'avoir Louise Vandelack, donc Louise qui est juste à côté de moi. Merci beaucoup Louise d'être parmi nous. Donc Louise, tu es professeure titulaire du département de sociologie et à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM. Tu es également co-rédactrice en chef de Vertigo. Puis Vertigo, c'est une revue électronique en sciences de l'environnement. Mais c'est pas tout, parce que tu es aussi directrice du CREPA. Tu es chercheuse dans une dizaine de consortiums et groupes de recherche au Québec et à l'étranger. Et tu es impliquée dans l'action, puisque tu as cofondé en 1976 le premier centre de santé des femmes à Montréal. En tout cas, tu ne les fais pas. Et en 1997, la coalition Au Secours pour une gestion responsable de l'eau. Donc, merci encore, Louise, d'être avec nous. Nous avons également Maude Prudhomme, juste ici. Merci, Maude, d'être parmi nous ce soir. Donc Maude, toi, tu es engagée pour des causes environnementales et sociales depuis le milieu des années 90. Notamment, tu as fait des activités d'autonomie alimentaire, d'éducation populaire et de militance étudiante et altermondialiste. Et tu as ensuite pris part à divers médias indépendants et luttes liées aux forêts anciennes, puis aux hydrocarbures. Donc, tu as fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu partages ton engagement entre plusieurs rôles, notamment ton rôle de délégué à la transition du réseau québécois des groupes écologistes, mais également un rôle actif au Front commun pour la transition énergétique et l'offre de formation sur les perspectives écoféministes et la co-construction d'une démarche vers un mode de vie paysan en Gaspésie, qui est, je crois, ta région d'adoption. Donc, merci beaucoup, Maude, d'être parmi nous ce soir. Puis enfin, et pas des moindres, je termine avec l'incroyable Shanice Molène-Picard. Donc Shanice, toi, tu es Innu de la Côte-Nord et tu travailles comme agente en ressources humaines au Conseil des Inuits de Equanichit, en plus d'être coordonnatrice pour le projet de protection de la rivière Magpie. Puis Shanice, il faut savoir aussi, a co-réalisé un magnifique court-métrage qui s'appelle Chipou, que je vous invite vraiment à regarder. Donc merci infiniment Shanice d'être parmi nous ce soir. Puis on s'est dit que vous en vouliez sûrement plus. Puis vous le savez, SUCO, nous c'est vraiment aussi l'international qui est notre cœur de métier. Donc ce soir, on va avoir la chance d'écouter en fait 3 extraits. Ces extraits, ils nous viennent d'un beau projet qui est un projet de balado qui a été monté, créé par d'incroyables jeunes qui sont ici, que vous aurez l'occasion de rencontrer et puis d'échanger dans la deuxième partie de ce panel. Puis c'est un balado qui s'appelle donc « Nous sommes la transition féministe ». Vous allez entendre 3 extraits des entrevues qu'ils ont réalisées
Alors pour l'instant, vous allez avoir une version un peu brute. On a quand même mis une petite musique pour rendre ça très agréable, mais en tout cas, ils font un travail incroyable. Puis je vous invite vraiment à rester à l'affût parce que dans les prochains mois, on va sortir en fait ce balado qui est composé de 5 épisodes et vous allez pouvoir découvrir donc l'engagement de femmes pour l'environnement, que ce soit au Canada, en Amérique latine et aussi en Afrique de l'Ouest. Donc voilà un petit peu ce qui vous attend. Alors justement, sans plus tarder, je vous propose qu'on débute en fait avec un premier extrait. Puis pour ce premier extrait, on va entendre Linda Gagnon qui a participé à l'épisode 1 du balado. C'est un épisode qui est vraiment dédié à l'introduction aux écoféminismes. Linda, elle va se présenter dans le balado, donc je ne vous la présente pas. Puis voilà, je vous propose qu'on l'écoute. Alors, je m'appelle Linda Gagnon, je suis chargée de programme à SUCO. Je suis en charge, en fait, des projets que l'on développe dans les Amériques, mais également de l'intégration de l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de SUCO, autant au niveau interne, mais aussi au niveau de tous les projets qui soient en Amérique, dans les Caraïbes ou en Afrique. Être écoféministe ne veut pas dire qu'on travaille pour l'écologie pour les femmes. Être écoféministe, ça veut dire qu'on travaille pour l'écologie, pour la santé de la planète et de tous les humains qui y habitent. Ce ne sont pas que des enjeux de femmes qui sont adressés. Quand un des grands mouvements écoféministes aux États-Unis, par exemple, était contre la prolifération des armes nucléaires. Parce que ça pouvait créer évidemment de la pollution. Évidemment, si une bombe nucléaire tombait, disons que tout le monde mourrait. Alors, les femmes se sont beaucoup impliquées dans cette lutte-là aux États-Unis et en Angleterre, mais c'était pas pour elles. C'était pour la planète entière. Fait que je voudrais pas qu'on pense que des fois, les écoféministes, c'est juste, on travaille juste pour les affaires de femmes. Non, on travaille pour l'ensemble de l'humanité. Alors voilà pour ce premier extrait qui, j'espère, vous donnera envie d'écouter l'ensemble du premier épisode du balado. Puis pour réagir, j'aimerais me tourner vers toi, Maude. Justement, c'est peut-être la première fois pour certains qu'on entend parler du mot écoféminisme parce qu'on se rend compte que c'est pas si publicisé que ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en termes simples de quoi est-ce qu'on parle? Puis justement, j'ai dit écoféminisme, mais peut-être c'est les écoféminismes au pluriel. Donc voilà, si tu veux nous en dire plus. Tout à fait. Tout à fait, c'est pluriel. Je vais laisser Mme Vandelac vous en entretenir davantage. Je vais essayer de nommer certains éléments clés qui sont présents généralement dans les diversités de courants qui composent les écoféminismes. Pour ce faire, j'ai choisi pour illustrer mon propos de puiser dans l'intelligence collective, ce qui est une des choses que les mouvements féministes font beaucoup, c'est convenir de choses ensemble. Je suis donc allée dans la Déclaration des femmes pour la souveraineté alimentaire de Nyéléni, qui date de 2007. Nyéléni, qui est une grande agricultrice en Afrique. Et il y avait des femmes de 86 pays qui étaient là réunies. Il y a donc eu tout un exercice de nuances, de recherche, d'accords, de voir quelles intelligences on peut honorer à travers ça. C'est donc ce que j'ai choisi comme base là, pour aujourd'hui. Alors, les femmes, créatrices historiques des connaissances en agriculture et en alimentation. Et la phrase continue. Créatrice historique, c'est donc à dire qu'on reconnaît l'apport historique. On reconnaît qu'il y a eu division genrée du travail. On reconnaît le travail de maintien culturel, de tradition, de créativité, d'inventivité qui a été déployé sans cantonner les femmes à le faire ad vitam. C'est pas amené à une essence biologique et c'est une reconnaissance historique. C'est une nuance qui est intentionnelle de la part de ce texte-là. Dans la diversité des courants écoféministes, cette manière-là d'aborder, est-ce que c'est comme l'essence femme? Puis là, on le voit ces temps-ci avec toutes les violences au niveau des restrictions au niveau du genre. C'est quelque chose qui peut être très glissant.
Et il y a eu beaucoup d'intelligence qui a été déployée pour le faire de manière inclusive, pour le faire de manière qui célèbre les diversités et qui ne cantonne pas à des rôles traditionnels, tout en célébrant les apports historiques. Je voulais souligner ça de cette phrase, ce début de phrase. Je vous incite à la lire, elle est très belle. Ensuite, on continue, on dit « Nous rejetons les institutions capitalistes et patriarcales qui conçoivent les aliments, l'eau, la terre, les connaissances des peuples et les corps des femmes comme une simple marchandise. » Fait qu'on voit qu'il y a une analyse qui est liée au système. C'est pas exclusivement circonstanciel, c'est lié au système, c'est lié aux éléments très concrets aussi, pas de manière purement théorique, mais à des éléments très concrets, l'eau, la terre, et qui prennent des formes très concrètes dans les contextes de revendication, dans différents contextes de la vie. Le fait aussi de dire que c'est les corps des femmes, c'est quelque chose qui est présent dans plusieurs littératures écoféministes, on peut dire... ça a été nommé les 3 colonies de l'homme blanc, ou de dire cette forme-là de marchandisation des corps et du territoire et de toute une approche de conception du monde où on extrait, en fait. Où on extrait de tout, on extrait le travail, on extrait le temps, on extrait, mais sans honorer, sans célébrer. Il n'y a pas de réciprocité. Fait que, bref, cette critique-là est présente. On continue. Nous ne voulons subir ni les oppressions des sociétés traditionnelles, ni les oppressions des sociétés modernes. Il y a une reconnaissance des différentes formes d'oppression qui sont vécues et pas une volonté de conserver quelque chose ou de refus de quelque chose, mais de vouloir autre chose, de proposer une dignité qui est dans la relation des uns des unes aux autres et dans les relations au monde. Donc, pour pas manger trop de temps, c'est intersectionnel, systémique. On l'aurait, de nos jours, on le phraserait autrement, mais ces éléments-là sont généralement présents. Il y a une perspective internationaliste qui est généralement présente aussi, mais aussi de solidarité intergénérationnelle, de reconnaissance des générations passées et de considération pour les générations montantes, les générations futures. Il y a généralement des éléments très concrets, soit à protéger ou plusieurs à leur corps défendant se sont opposés à la destruction d'endroits. Il y a des dimensions philosophiques, puis il y a des éléments littéraires très originaux dans les perspectives écoféministes, des espèces d'essais poético-scientifico-historiques. Il y a vraiment là, toutes sortes de formes vraiment stimulantes, mais aussi des pratiques collectives qui se passent beaucoup moins dans l'écrit, qui vont se passer au niveau de manière de s'organiser, de cérémonies, d'autres manières qui ne soient pas exclusivement dans des livres, et où les personnes qui y prennent part ne se nomment pas nécessairement écoféministes, raisonnent dans leur manière de faire, mais sans que ce soit nécessairement une auto-appellation. Puis on peut dire si c'est correct ou pas de leur accoler cette étiquette-là, c'est un débat. Il y a aussi des mouvements donc, politiques avec des revendications, notamment des revendications de type lié vers l'autodétermination plutôt que de quémander à des instances dont on doute de la légitimité. Puis je reviendrai sur le fait que c'est une célébration des diversités de formes de vie, des formes de culture, qui les distingue parfois de certains courants environnementalistes qui ont été très uniformisants dans leur manière d'entrer en relation avec le monde par rapport à ces mouvements-là beaucoup plus enracinés dans la vie. Point. Très bien, merci beaucoup. C'est sûr que ce n'est pas évident de venir définir comme ça une notion qui est aussi grande. Je pense que moi, ce que je retiens aussi beaucoup dans ce que tu as dit, c'est ce lien, un peu cette corrélation entre destruction de la terre, puis domination un petit peu des femmes. Puis justement, Louise, je te vois. Est-ce que tu veux que je t'aide avec ton micro? C'est vrai qu'ils sont difficiles. Est-ce que tu pourrais rebondir peut-être pour nous parler un petit peu de ce lien-là, en fait, de cette domination qui est mise en lien? Puis on pourrait commencer par ça, puis j'aurai après peut-être une seconde question pour toi. Mais la deuxième, parce que c'est quelque chose que moi je trouvais intéressant de partager, parce que quand on s'est parlé la première fois,
tu sais, moi, je t'ai approché en premier, puis je t'ai parlé de la thématique, d'écoféminisme, puis justement, je te demandais, est-ce que toi, tu te revendiques comme écoféministe, que tu te sens comme écoféministe, puis je trouve qu'on a eu une discussion vraiment intéressante là-dessus. Donc, j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Est-ce que tu te sens écoféministe, puis ensuite nous parler des rapports de domination. Peux-tu me dire ce que tu as retenu? Et tu m'as dit que non. Donc voilà. Voilà. En fait, c'est souvent... la dernière fois qu'on m'a associée aux écoféministes, c'était, je pense que c'était la couverture de Recto Verso. C'est une revue qu'il y avait dans les années 90. Et j'étais en très, très bonne compagnie avec Wandari Maathai, qui est prix Nobel de la paix, qui a travaillé beaucoup, beaucoup sur les ceintures vertes en Afrique, qui est une Kenyane, brillante comme tout, et qui a, qu'on appelle souvent la femme qui plantait les arbres, avec Vandana Shiva, indienne, physicienne, philosophie des sciences, qui travaille beaucoup, beaucoup sur l'agriculture et qui a, elle aussi, publié une douzaine de bouquins, de même que Maude Barlow, qui a travaillé beaucoup à construire un organisme qui fonctionne depuis facilement 40 ans maintenant, le Conseil des Canadiens, et qui s'est beaucoup, beaucoup battu sur l'eau et au plan international notamment. Bref, je me retrouvais en très, très bonne compagnie. J'avais souri à ce moment-là, non pas parce que je ne connais pas le féminisme, je vous avouerai que oui, pourquoi pas. Je travaille beaucoup sur les enjeux environnementaux depuis très longtemps. Et j'ai travaillé beaucoup à construire une partie des organismes du mouvement féministe dès les années 70. Donc oui, hein, le croisement des deux me va très bien. Ce qui, par caractère, me va moins bien, c'est l'enfermement. Et c'est pour ça que, quand on parlait des définitions, je dis oui, les définitions, on peut très bien, mais bon, là, une conférence, ce n'est pas un cours théorique sur les écoféminismes, on repassera. Et ce qui m'apparaît important, c'est surtout de voir comment il y a possibilité de lier les deux mouvements dans toute leur diversité, parce que ces deux mouvements-là sont extrêmement diversifiés. Et si les femmes sont plus présentes dans certains volets du mouvement environnemental, notamment sur toutes les questions d'eau et aussi sur les questions d'agriculture, elles le sont beaucoup moins dans les questions d'énergie, par exemple, ou du moins elles le sont sur les questions d'énergie quand il s'agit vraiment de préserver la terre, et la terre chez eux. Hein, c'est beaucoup, beaucoup des femmes qui se sont battues au Québec pour éviter l'exploitation des GNL. Et vous dire le nombre de centres de documentation qui ont été patiemment construits au Québec dans les sous-sols, très largement par des femmes, pas seulement, mais entre autres, c'est assez fabuleux, hein, parce que ce sont des gens qui sont investis profondément. Alors, au fond, c'est plus par trait de caractère. J'aime pas beaucoup l'enfermement. Et je me dis, il faut que tout le monde se sente l'espace d'intervenir avec toute l'histoire qui est la leur, avec toute la diversité qui est la leur, et sans culpabilité inutile. Et souvent, quand on parle de féminisme, je vois très bien les gars sortir un peu et dire, bon, qu'est-ce que je fais là? Puis, non. Je veux dire, comme femme, moi, j'ai des petits-enfants, des petits garçons, des petites filles. J'ai des fils, j'ai un chum. Et ces transformations constantes, elles se font au cœur du quotidien pour tous les individus, quels que soient les types de relations intimes qu'ils ont, un gars avec un gars, une fille avec une fille. Je veux dire, peu importe. Mais ce qui me semble important, c'est de faire en sorte que les questions abordées sur l'environnement et sur le féminisme soient conjuguées avec le plus d'intelligence collective possible, sans laisser à part aucune énergie. Or, ce qui me semble essentiel actuellement, c'est d'aller bien au-delà, d'aller beaucoup plus loin que ce que nous faisons. Le travail géopolitique est fondamental.
par rapport à tous ces enjeux. S'intéresser à la progression de l'armement, c'est fondamental si on veut parler d'environnement. Évidemment, les grandes fortunes, vous le savez, ces écarts abyssaux qu'on n'a jamais vus dans l'histoire de l'humanité. L'ensemble des technologies, là on pourrait revenir sur chacune d'elles. J'ai travaillé sur les nanotechnologies, sur les biotechnologies, sur etc. Du saumon transgénique aux pesticides, OGM. Bref. Et ce qui me semble fondamental, c'est vraiment d'être en mesure désormais de pouvoir nommer les problèmes et d'en comprendre la pleine mesure. Or, nous ne sommes plus à l'époque, même si c'est encore important, de ramasser son papier qui est tombé à terre. Oui, il le faut toujours, mais puis il faut cesser d'appeler des milieux humides des swamps, hein, comme la génération de mes parents. Il faut comprendre toute l'importance et la vitalité de ces milieux-là. Mais il faut surtout comprendre que nous avons déjà traversé 6 des 9 limites planétaires. Et ces limites planétaires, c'est l'espace vital pour le vivant sur cette planète. Et je parle de tous les vivants confondus. Quand on voit la dégradation extrêmement rapide de la biodiversité et extrêmement rapide des dérèglements climatiques, parce qu'il ne s'agit pas que de changement, mais véritablement de dérèglement, quand on voit la montée en puissance des événements dits majeurs, on appelle ça des événements météo, mais en fait, c'est ce qui désormais devient à peu près la moitié des bulletins de nouvelles dans tous les pays développés. Hein. Les inondations, les tremblements, c'est devenu omniprésent et ça va l'être de plus en plus. Donc, par rapport à l'ensemble de ces catastrophes, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, quels sont les outils qu'on se donne? Quelles sont les capacités je dirais, de se tenir la main, d'établir des alliances, de travailler ensemble? Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un travail théorique à faire sur les définitions. Je veux dire, c'est sûr que c'est... Oh, je dépasse mon temps, hein? C'est correct. Je reviendrai tantôt. Allez-y. Merci beaucoup. Mais justement, je m'aimerais maintenant m'adresser à toi, Shanice. Parce que moi, quand je t'ai découvert à travers ton engagement pour la protection de la rivière Macpaï. Puis je trouve que ça, c'est super inspirant parce qu'on parlait d'énergie, mais là, il y avait un projet de barrage. Puis j'aimerais peut-être que tu nous expliques déjà c'est quoi la situation de la rivière Macpaï en un premier temps, puis peut-être qu'est-ce qui, toi, t'a poussé intimement à t'engager pour cette lutte-là? Actuellement, le sort de la rivière Macpaï... c'est un peu, je veux dire, le contexte, pourquoi on voulait la protéger aussi rapidement, c'est parce qu'elle a un énorme potentiel hydroélectrique, comme celle de la rivière Romaine qu'on a perdue en 2009. En 2009, Hydro-Québec a starté son projet avec le gouvernement. Ils ont été voir des communautés autochtones un peu plus éloignées de la rivière Romaine. Comme je le dis souvent, ça a été divisé pour mieux régner. Notre communauté a été la dernière à accepter. Accepter, c'est un mot fort à dire parce qu'il y a eu 2 référendums. Mais on a été mis au pied du mur, soit qu'on n'acceptait pas puis on recevait rien du tout, puis on était la première communauté impactée. Donc, ensuite est venu les ERA et tout. Mais je parle du sort de la rivière Romaine parce que c'était la rivière où notre histoire était la plus présente. Nos aînés, nos ancêtres parcouraient ce territoire-là, ils étaient nomades. Ils parcouraient cette rivière-là pour se rendre jusqu'au Labrador et revenir par notre communauté Egwanti en été. Et de perdre cette rivière-là, c'est une grosse perte encore. Nos aînés la pleurent aujourd'hui. Puis, ce qu'on ne voulait pas qu'il arrive encore le même sort à la rivière sœur de la rivière Romaine, c'était la Macpaï. La Macpaï est l'une des plus grandes rivières aussi qui coule encore naturellement sur notre territoire au Québec.
sur la Mingani, à côté de notre communauté, sur le Nitassinan. Donc, depuis fort longtemps, cette rivière-là coule librement. Comme là, elle n'est pas obstruée, modifiée, rien. C'est sûr qu'elle est harnachée à son embouchure, mais pour le reste de son bassin versant, elle est intacte. Donc, nous, moi, en 2012-2011, on a commencé à faire des descentes en rafting, en canot, sur cette rivière-là. C'est là que j'ai découvert la beauté, la merveilleuse rivière. D'entendre ces rapides, c'est comme si on me chuchotait. C'est comme si elle me parlait, parce que la rivière est vivante, elle coule. Les arbres, les montagnes remplies de lichens. Pour moi, la présence de Atu, caribou, elle est là. Donc, ça a été comme un réveil de me dire qu'il fallait que je fasse quelque chose pour pouvoir la protéger, parce que je suis toujours dans la mire, parce qu'elle a un énorme potentiel hydroélectrique. Mais c'est pas parce qu'elle a un énorme débit d'eau, des rapides qui pourraient créer de l'énergie verte, comme on pourrait le dire, là. Mais cette rivière-là, elle est vivante, elle est sur le territoire. Pourquoi en détruire une autre au détriment de fins économiques? Moi, c'est absurde. Dans ma vision Innu, c'est comme ça se fait plus. On n'en veut plus. Puis, il y a un consensus régional qui dit qu'il faut protéger la rivière Magpie. Elle est reconnue au niveau international, au niveau régional, au niveau national. Il faut qu'elle soit plus. Puis, quand que je dis consensus régional, on a créé l'Alliance Moteheco-Chipou en 2019, qui inclut le Conseil des Inuits de Ekwanji, l'ASNAP Québec, la MRC de Mingani, où toutes les municipalités sont regroupées. Puis, on retrouve l'association Nos Vives Mingani, qui sont les pagayeurs, pagayeuses de la région. Donc, on s'est alliés, comme Madame le disait tantôt, c'est travailler ensemble, d'être unis. On vit tous sur le même territoire. Soit parce que je suis Innu que je vais devoir la protéger encore plus, mais c'est de penser à nos enfants, les 7 générations futures qui s'en viennent. Puis j'aime beaucoup le terme que tu as utilisé, dérèglement climatique, parce que c'est vraiment ça qu'on vit actuellement. Puis on les observe, on est sur le territoire. Là, aujourd'hui, on est à Montréal. Peut-être que vous les observez. Je dis pas moins, mais je dis que sur le territoire, comme tantôt on discutait, on parlait de la saison hivernale. On ne l'a pas connue comme on la connaissait avant. Je veux dire, l'hiver a été très, très courte. On a eu 3-4 tempêtes, puis on n'est pas habitué. On est habitué de recevoir d'avoir des tempêtes. Mais je veux dire, c'est de montrer des petits exemples comme ça, mais qu'au final, c'est vraiment des dérèglements climatiques qui vont nous affecter à court et à long terme. De protéger un cours d'eau comme la rivière Magpie, c'est extrêmement important. C'est un cours d'eau. C'est la biodiversité, je veux dire, toutes les espèces, les êtres, les insectes qui font partie de ce territoire immense qui est encore naturel, il faut le préserver. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Quand je parle d'alliance, il y avait très récemment un article de Louis-Gilles Franqueur dans Le Devoir sur l'intérêt d'exploiter l'éolien, mais au cœur des barrages d'Hydro-Québec. Et effectivement, ça permettrait de préserver d'autres rivières qui actuellement sont visées par les développements. Bref, quand on parle d'alliance, oui, je pense qu'on va laisser ça à table. Quand on parle d'alliance, c'est vraiment des alliances souvent croisées, de milieux complètement différents. Et si un événement comme celui-ci permet de développer un peu plus certaines de ces alliances, tant mieux. Ça m'apparaît au cœur même de l'écoféminisme. Merci beaucoup. Dans l'introduction du panel, puis jusqu'à maintenant, on est vraiment parti du postulat que les femmes occupent une place singulière vis-à-vis de l'environnement. Puis une chose aussi qui est revenue un petit peu dans ce que tu disais, Maude, puis ensuite toi, Louise, c'est le lien avec l'agriculture, les systèmes alimentaires. Puis je vous le disais plus tôt, chez Suco, nous, on travaille beaucoup sur les systèmes alimentaires viables. Et notamment, ce qu'on voit, c'est que dans les pays en développement, les femmes sont responsables de 60 à 80% de la production alimentaire. Donc c'est vraiment énorme, puis elles ont un rôle central.
Malheureusement, alors que c'est elles qui sont au cœur justement de la production, des récoltes et qui permettent en fait aux personnes de se nourrir, très souvent elles sont rarement propriétaires des champs, elles ont des difficultés à trouver des semences ancestrales, puis même leurs savoirs justement ont du mal à être reconnus. Donc là, je vous propose qu'on aille écouter un nouvel extrait du balado. Cette fois-ci, on va partir sur l'épisode 5. Donc on fait un gros saut du 1 au 5. C'est un épisode très intéressant parce qu'on a pu échanger avec Mariam Sow, qui, elle, a vraiment travaillé sur les questions d'agroécologie. Puis ce qu'elle nous explique, c'est que qu'est-ce qui l'a amené finalement à s'engager pour l'environnement ? C'est la lutte contre les pesticides. Puis Mariam, c'est une femme absolument exceptionnelle au Sénégal, qui est très, pour le coup, quand même reconnue par la communauté. Puis ça fait du bien d'avoir des femmes leaders comme ça. Elle est la directrice d'une ONG qui s'appelle Enda Pronat, qui travaille justement sur les questions d'agroécologie. Puis elle-même, c'est une fille d'agriculteur et d'agricultrice. Donc voilà, elle a cette longue lignée-là. Donc je vous propose qu'on l'écoute. Et puis ensuite, on va pouvoir réagir sur ses propos. J'ai dit que je suis rentrée par les pesticides. Et quand on a commencé à sensibiliser, à informer, moi, comme je suis collée au terrain, j'ai poussé mon patron en son temps à expérimenter. Et là, nous saluons, à chaque fois que je parle, je salue la bravoure des femmes qui étaient beaucoup plus confrontées à l'usage des pesticides, les risques, donc qui tuent des enfants, où elles utilisent les réemballages avec intoxication alimentaire et tout. Elles ont été les premières à se lancer, à expérimenter la faisabilité de l'agroécologie. Et c'est en ce moment-là, vers les années 87-88, qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, elles n'ont pas la possibilité d'avoir de la bonne terre pour faire leurs expérimentations. Et dans un premier temps aussi, on a travaillé beaucoup, les informer sur la loi domaine national, les appuyer pour qu'elle intègre les instances de décision. Alors voilà pour cet extrait. Je me tournerai peut-être à nouveau en premier vers toi, Louise, parce que je sais que tu as notamment participé à un autre balado, des Rachel qui changent le monde, où justement tu parlais de Rachel Carson, puis je sais qu'elle a été une lanceuse d'alerte aux États-Unis contre l'usage des pesticides. Donc j'aimerais bien t'entendre un petit peu réagir sur ce que nous disait Mariam. Pardon, oui. Je l'avais caché. Dans le cas de Rachel Carson, il y a un lancement du balado juste dans l'entrée du pavillon PK, à 2 pas d'ici, là, sur Président Kennedy, là où il y a le métro, lundi soir, entre 5 et 7. Donc, vous êtes bienvenus. C'est une initiative d'une ONG qui fait un travail remarquable sur toutes les questions d'OGM et de pesticides. C'est Vigilance OGM. Puis il faut savoir en fait que les OGM, ce sont des OGM pesticides, l'essentiel des OGM diffusés dans le monde. On avait fait un premier film en 99 là-dessus, et il est clair que les OGM qui ont été vraiment utilisés, c'est pour les grandes cultures, maïs, soja, canola, etc. Dans le cas de Rachel Carson, c'est d'abord et avant tout à la fois une biologiste et une écrivaine qui avait réussi à être indépendante de fortune, ce qui n'est pas un détail quand on s'attaque aux multinationales de l'agrochimie. Et elle ne pensait pas au départ s'attaquer comme telle à ces multinationales, puisqu'elle avait d'abord travaillé notamment sur d'autres problématiques environnementales, entre autres sur l'eau, et qu'elle était une écrivaine très célèbre. Et le travail qu'elle a fait sur les pesticides, elle l'a fait à partir des questions, des commentaires de bon nombre de citoyens et de citoyennes qui disaient « Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? On voit les enfants courir derrière des camions
qui aspergent les rues de pesticides. Ah oui, puis si vous allez sur YouTube, vous allez voir toutes ces images et c'est vraiment ce qu'on appelle tuer une mouche avec un canon. Hein? C'est d'une absurdité totale. Et elle a commencé à mettre en question la logique pesticide elle-même. Puisque, vous le savez, comme disait Marshall McLuhan, the medium is the message. Et le mot pesticide, ça signifie tuer les indésirables. Toute la question, c'est de savoir quels sont les indésirables. Est-ce que les indésirables, ce sont certaines plantes, certains végétaux, certains insectes? Vous savez qu'on est en pleine crise de la biodiversité et on sait également qu'il y a près de 70% des insectes volants qui ont été éliminés au cours des 15 dernières années. Par conséquent, est-ce que c'est ça véritablement le problème ou si le problème, c'est davantage un type de... je dirais, d'agro-industrie et de modèles agro-industriels, de grandes monocultures intensives, qui est devenu le modèle occidental majeur. Ce n'est pas le modèle qui nourrit l'essentiel de l'humanité actuellement. Il est important de s'en rappeler. Hein, ce sont beaucoup des petites cultures un peu partout dans le monde, mais ce modèle-là a un ascendant incroyable et c'est surtout qu'il y a une espèce de magie avec les pesticides. On a l'impression, c'est un peu comme de mettre des choses dans la poubelle. Ça disparaît, donc on peut s'en libérer. Et ça a une vocation aussi, je dirais, assurantielle. C'est-à-dire qu'on est sûr qu'il n'y aura pas de pestes qui vont, alors soit des mauvaises plantes ou des mauvais insectes. Surprise, en fait, il y a des résistances qui se développent. Et actuellement, par rapport à l'utilisation massive des herbicides à base du glyphosate, les plus utilisés au monde, les plus utilisés au Canada, les plus utilisés au Québec, ça fait 3 fois qu'on fait un plan pour réduire leurs usages. Ils ont été multipliés par plus de 8 fois depuis 1992. Donc, oui, et pendant ce temps-là, comme il y a des résistances qui se développent, ben, on utilise du dicamba, du 2,4-D. Alors, c'est une roue un peu sans fin et ça implique une transformation du modèle agricole. Évidemment, on aime beaucoup la magie dans nos sociétés. Hein? Or, là, on a des projets de recherche sur une autre magie qui est celle de l'agriculture 4.0, qui combine la robotique, le génie génétique, mais à un tout autre niveau, le numérique, beaucoup, pour pouvoir faire de l'agriculture dite de précision, mais pour continuer aussi un mouvement très, très important d'endettement des agriculteurs et de dépendance par rapport à de nouveaux techniciens, qui seront des techniciens informatiques. Et il y a un remplacement actuellement en partie des firmes d'agrochimie par les géants des GAFAM. On est bien parti. Et il y a évidemment les géants de l'industrie agricole, que sont les tracteurs, qui sont très présents aussi là-dedans. Et ce qu'il faut comprendre, c'est la logique sous-jacente à ça. La logique, quand on est dans cet univers numérique, c'est de produire du numérique. Un des premiers problèmes auxquels on a été confronté depuis 20 ans, c'est de passer de la production de nourriture. Tous les agriculteurs vont vous dire, mais moi, je nourris les gens. Sauf que sur les marchés, c'est devenu de la marchandise. Et là, ça devient, avec l'introduction du numérique, ça devient la production de données. On n'est plus dans le même univers de sens. Et ça, bon, je ne peux pas vous faire une conférence d'une heure là-dessus, mais en tout cas, juste vous dire qu'il y a des changements qui sont en train de s'opérer. Dans le cas des pesticides, écoutez, on ne se lève pas un matin en disant je suis contre les pesticides. C'est tout à coup, au fur et à mesure, des gens qui ah ben tiens, il y a quelqu'un qui rentre qui a travaillé beaucoup sur le dicamba. Elle peut vous en parler. Bonjour Marie-Jacques. Et en fait, c'est qu'on constate que les problèmes de santé liés aux pesticides sont omniprésents. Et quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire que parce qu'on utilise des pesticides, on va être nécessairement malade demain. Ça se développe sur plusieurs décennies, très souvent.
On sait que, par exemple, les problèmes de Parkinson sont reconnus maintenant officiellement au Québec comme une maladie professionnelle liée aux pesticides. Il y a un certain nombre de pesticides qui, malheureusement, sont encore sur le marché. De la même façon, il y a une recrudescence des problèmes de lymphome non-Hodgkinien. Et juste aux États-Unis, il y a plus de 125 000 personnes qui sont allées en procès contre Bayer Monsanto, attribuant leur cancer non-Hodgkinien au Roundup, qui est le produit le plus connu, produit par Bayer Monsanto, d'herbicide à base de glyphosate. Ça leur a coûté, chez Bayer, 11 milliards pour tenter un règlement en recours avec à peu près 100 000 de ces dossiers. Il y a actuellement encore 56 000 dossiers pendants. Un des derniers dossiers leur a coûté 2,5 milliards, ce qui n'est pas rien. Hein? On parle de milliards, ici, de milliards américains. Donc, et la bonne nouvelle, je vous dirais, dans ces procès, c'est que la firme a été incitée à retirer ces pesticides des usages dits domestiques, c'est-à-dire dans les jardins et donc ceux qui sont utilisés surtout au niveau urbain ou pour des usages plus limités. Plus limités, mais plus payants. Hein, j'ai vu une étudiante de doctorat qui avait fait une thèse là-dessus il y a 10 ans et on s'était rendu compte que c'était sans doute un des secteurs les plus lucratifs. Mais bref, quand ce sont les compagnies qui retirent leurs produits pour éviter d'autres procès plutôt que les instances publiques, quand on constate qu'au Canada, on a accepté en 2017, après que le Centre international de recherche sur le cancer ait souligné que les herbicides à base de glyphosate et le glyphosate avaient des effets génotoxiques et cancérigènes probables, puis là, on l'a jusqu'en 2032. Hein? Donc, c'est un vrai problème. Et je vous dirais que quand on veut comprendre des sujets, encore faut-il avoir accès à l'information. Et cette bataille de l'accès à l'information, vous savez, ce ne sont pas que des journalistes militants et méchants qui se battent pour avoir l'accès à l'information. Les chercheurs doivent aussi se battre pour avoir accès à l'information, pour avoir les données, par exemple, sur les herbicides à base de glyphosate, sur le dicamba, sur le D4D. On a dû faire un appel via la loi d'accès à l'information fédérale pour apprendre que c'était plus d'une fois et demie ce qui était annoncé, parce qu'on nous disait, écoutez, ça tombe sous le sens. Hein? Vous lisez les statistiques, il se marquait plus de 200 000 kilos. On se dit, oui, mais plus de combien? Puis on s'est aperçu que c'était beaucoup, beaucoup plus. Et sur toute la période, c'était 1,5 fois plus. Pour le dicamba et le 2,4-D, c'était 2 fois et 3 fois plus. Ce n'est pas rien. D'autant plus, et je vous laisse avec ça, je vais arrêter d'en parler, d'autant plus que, en fait, ce qui est analysé habituellement, c'est essentiellement ce qui est identifié par les firmes comme étant la substance active, l'ingrédient actif. Or, c'est pas mal plus compliqué que ça. Il y a pas mal d'études qui ont mis en évidence qu'il y avait des métaux lourds, qu'il y avait, dans le cas du Canada, des POEA qui ont été retirés en France et en Europe en 2016, qui sont assez toxiques. Bref, que le glyphosate lui-même, c'est à peu près 40% de la formulation commerciale. Mais voyez-vous des produits, vous, qui sont analysés juste à partir d'un ingrédient et dont l'évaluation est faite sur un ingrédient et pas sur la substance qui vous est vendue? Je veux dire, je trouve que c'est d'une aberration totale. Hein? Et il y a beaucoup, beaucoup de travaux qui ont été faits, notamment par l'équipe de Gilles-Éric Serralini en France, pour mettre en évidence, je dirais, l'importance des hydrocarbures dans la fabrication des pesticides et, d'autre part, le fait que les autres composantes étaient jusqu'à 1000 fois plus toxiques. Ce qui permet de comprendre à moyen et à long terme les impacts sur la santé, puis la santé des autres générations aussi, parce que maintenant, on sait qu'il y a des effets aussi sur la santé des enfants. Donc, mais ça implique un travail colossal, et là aussi, ça implique beaucoup, beaucoup de collaboration. J'arrête. Merci, Louise. Peut-être maintenant, je m'adresserai à toi, Maude, puis je ferai le pont, justement, toujours avec Rachel Carson, parce que moi, ce qui m'avait un petit peu frappée,
c'est que donc Rachel Carson, elle s'engage vis-à-vis des pesticides, lanceuse d'alerte, mais là, elle reçoit énormément de critiques. Puis, elle, c'est quand même une femme de science, mais les critiques qu'elle reçoit, c'est des critiques en tant que femme, quand même. Et ça, j'ai l'impression que c'est assez cliché, et ça revient beaucoup, malheureusement, parce que, justement, on le disait, oui, les femmes ont une place singulière dans la protection de l'environnement, oui, elles sont présentes, et malgré tout le travail qu'elles font, mais à chaque fois, elles vont être attaquées par rapport à leur rôle de femme. Et donc, je me demandais si, toi, je sais que tu donnes beaucoup de formations, justement, sur les écoféminismes. Est-ce que c'est quelque chose que tu remarques? Est-ce que tu pourrais nous en parler? Puis, peut-être parler aussi, parce que je sais que, justement, quand moi, j'essayais de m'instruire sur l'écoféminisme, là, est ressorti le mot sorcière. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi le rapport, là? Je cherche des femmes qui s'engagent pour l'environnement, on parle de sorcières. Et en fait, j'ai découvert qu'au début, c'était vraiment ce qui était attribué à ces femmes-là. Donc, c'est complètement fou. Et donc, j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Oh là là, je ne pensais pas qu'on allait aux sorcières, ce serait comme un long... Mais il y a des détours fort intéressants, je vous le suggère, mais notamment, si on pense à certains... je me souviens plus qui avait écrit ça, justement, dans les espèces d'objets de littérature écoféministe, il y en a un, que c'est Femmes et nature de Griffith, Susan Griffith. Oui, c'est ça. Où elle met en parallèle, en fait, quand même, au niveau historique, l'Inquisition et l'imposition, l'avènement de ce qui est devenu la science moderne. Puis je ne suis pas anti-scientifique, mais il y a quand même eu un rapport de pouvoir dans cette imposition-là. Puis cette idée de questionner la nature, questionner en contexte d'inquisition n'est pas une chose légère. Tu sais, c'est... Fait qu'il y a une certaine synchronicité historique quand même, et il y a une persistance, et même certaines identifications, sorcières et tout. Bref, il y a toute une chose. Caroline Merchant. Quel objet littéraire étrange et excitant. C'est ça. Les femmes sont présentes pour différentes raisons, des fois pour des raisons aussi croisées de... Puis je disais systémique tantôt, c'est aussi reconnaître, puis notamment les mouvements féministes noirs aux États-Unis ont toute l'intelligence et la pertinence de nommer que comme il n'y a pas que le patriarcat dans la vie, il y a d'autres systèmes d'oppression, et notamment dans des perspectives de racisme environnemental, des quartiers populaires, notamment défavorisés, aux populations en vaste majorité racisées, ont été bâtis notamment sur des remblais de dépotoirs, des remblais industriels à différents endroits, notamment en Amérique du Nord, mais un peu partout, là, pour vrai. Et ça a fait en sorte que, bien évidemment, les gens sont tombés malades, notamment les enfants sont tombés malades. Qui s'occupe des enfants malades? Évidemment, c'est ça. Les femmes des maisons ont remarqué, ont décrié, n'avaient pas la notoriété de scientifiques, se sont fait traiter de ménagères qui savent rien, nanana. Puis il y a eu de nombreux combats de ce type-là où c'est par nécessité et parce qu'elles étaient directement impactées pour des raisons systémiques, pour des raisons de division genrée du travail, pour diverses raisons, se sont ramassées donc au front et ont été effectivement attaquées sur leurs conditions. Ceci dit, dans les mouvements actuels, puis mettons, moi, bien humblement, je connais surtout les 20-25 dernières années où moi j'ai été, là, les femmes ont toujours été très présentes, notamment dans tout le travail invisible. Je sais que vous êtes comme bien surpris de ça, là. Mais tout le travail logistique, tout le travail de recherche, tout le travail de préparation, tout le travail de... Il y en a plein, là, il y en a immensément. On les a vus beaucoup moins sur les CA, sur les rôles de porte-parole. Il y a une disproportion, en fait, c'en était grotesque. Ça tend à changer, à savoir qu'on voit plus de femmes dans des rôles de prise de parole. On voit aussi des transformations au niveau organisationnel, mais il y a nécessité l'adoption de politiques internes explicites, genre « no joke » de mon oncle pendant les meetings. Il a fallu vraiment être très explicite puis de dire « non, mais c'est pas parce que le sujet, c'est la forêt qu'on va accepter de se faire parler comme ça. » Il n'y en est pas question. Puis ça ne fut pas facile. Ça n'a pas été accepté d'emblée. L'écriture inclusive, c'est comme c'est pas ça le sujet. Ben pour nous, oui, écoute. Comme il y a des choses de base. Là. Et bref, fait qu'on chemine. C'est lent.
Mais notamment les générations montantes qui arrivent dans les mouvements sont très exigeantes à cet égard-là. Ça fait du bien, on se sent moins seul. Et les choses, je pense, accélèrent, puis ça devient un peu plus exceptionnel là, d'avoir quelque chose de clairement problématique comme comportement. Mais bref, ce ne fut pas spontané. Il y a un travail qui est fait. Les transformations se voient. Ce qu'on voit aussi, c'est beaucoup plus de mouvements, de différents secteurs de mouvements qui s'engagent sur les dossiers climatiques ou écologiques en général, notamment les mouvements communautaires, les mouvements syndicaux, les mouvements féministes. Moi, je suis notamment au Front commun pour la transition énergétique, qui est somme toute peu connu, là, on va travailler là-dessus, mais puis on a travaillé en grosse collaboration, là, donner une feuille de route de ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on veut, des années de travail, d'essayer de voir le consensus le plus audacieux qu'on peut tisser entre nos mouvements. Et je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont travaillé là-dessus. Mais pas que, mais pour dire que le travail de maillage fait en sorte aussi qu'il y a des secteurs où des femmes, des féministes sont surreprésentées comme des milieux communautaires. Ça se combine, là. On est en train de voir une espèce d'agglomérat de tout ça. C'est magnifique. Effectivement, ça reste genré selon les types de dossiers, moins qu'avant. Mais c'est ça, j'étais plus dans les dossiers forestiers. On présumait que j'étais celle qui était là pour prendre les notes. Là. C'était pris pour acquis. Mais c'est ça, ça donne aussi que ça a transformé le contenu où là, on est pour une transition énergétique porteuse de justice sociale. On n'est pas dans la conservation. Ça a transformé la manière d'articuler ce que nous voulons. Ça l'a enrichi, ça l'a complexifié. Puis là, je me suis gardée puis de nommer toutes les femmes au front au niveau des premiers peuples, pour laisser la parole, mais c'est sûr que c'est flagrant, puis on leur doit énormément. Fait que je vais laisser le temps plutôt que de moi m'épancher là-dessus. Merci. C'est une magnifique transition. Justement, Shanice, tu vois, moi, ma question, ça allait être un peu de ton expérience à toi aussi personnelle, en tant que femme autochtone qui s'engage pour la MACPAI, pour l'environnement. Quelle est ta vision là-dessus? Est-ce que tu as senti que cette intersectionnalité-là avait un lien dans ta lutte, justement, pour la protection de l'environnement? Est-ce qu'il y a eu des freins? Est-ce que tu sens que les femmes ont facilement leur place? Puis, de façon peut-être plus générale aussi, si jamais tu veux l'ouvrir à d'autres communautés, tu es absolument la bienvenue pour le faire. Pour répondre à cette question-là, moi, je dirais que je suis peut-être chanceuse de venir d'une communauté où la parité homme-femme est quand même assez reconnue. On est une nation, je te dirais, Innu assez matriarcale. C'est vraiment la femme qui enseigne aux enfants, c'est tout ce qui est niveau alimentaire. Lorsque l'homme rapportait, mettons, tout ce qui est chassé, c'est la femme qui va dépecer, qui va montrer l'enseignement aux enfants, qui va s'assurer de nourrir sa famille. Et quand nos hommes, mettons, partaient longtemps pour de longues périodes de chasse, mais c'est la femme qui partait chasser. Je veux dire, la force, les connaissances des femmes, mettons, des Premières Nations de ma communauté, elle est extrêmement forte. Puis je l'ai vu du côté de ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, qui ont su nous transmettre peut-être les valeurs. Je dirais que, comme je dis, peut-être dans d'autres communautés, c'est peut-être pas la même chose. C'est encore très patriarcal. Tu sais, je le remarque. C'est une communauté qui est à 2 heures de route de chez nous, puis je trouve ça triste. C'est dommage de voir que c'est fermé. C'est pas, ils sont pas ouverts, admettons, à ce que la femme peut apporter, parce que la femme, elle a beaucoup à amener. Je veux dire, c'est une personne très importante dans une maison, dans la société en général. Je dis pas que les autres sont pas importants, mais le fait aussi que je pense que j'étais une jeune, là, je suis pas tellement jeune. Les aînés ont comme bien accueilli notre mouvement. Parce que ce qu'on a fait, on a été les voir, on a été les consulter. On a été voir les aînés, les femmes, les hommes, les jeunes pour avoir leur voix, pour porter leur voix dans le fond, pour savoir, pour nous guider aussi. Parce que nous, on est très comme communautaire. Donc, on va aller s'asseoir avec nos membres pour dire comment qu'on avance, ça va être quoi nos lignes directrices, c'est quoi notre message, c'est quoi notre vision, notre façon de faire. Donc, je dirais qu'en tant que jeune et femme, je pense que ça m'a aidé peut-être
pouvoir allier le projet comme de protection de la rivière Magpie. Et ce que je souhaite aussi, c'est que les jeunes prennent exemple, parce que je vois souvent que nos jeunes sont très timides. Dans les communautés, on n'est peut-être pas habitué à prendre la parole. Comme moi, c'est au fur et à mesure, je prends de l'expérience, comme là, de faire des panels, ça m'aide, comme j'apprends encore aujourd'hui aussi. Il y a toujours un petit stress, mais j'espère inspirer aussi des jeunes de ma communauté, des autres communautés, que ce soit Innu, Allochtone et tout, là. Comme hier, j'avais la chance de présenter devant des jeunes au collège Brébeuf, mais d'avoir leur motivation, les questions qu'ils m'ont posées, ça m'a comme encore plus motivée à vouloir faire plus pour notre territoire, pour l'environnement. Je ne sais pas si je réponds à la question. Bondir, puis c'est pour ça que je niaise depuis tantôt. Ce n'est pas parce que je regarde des films, c'est parce que je voulais retrouver une citation dans le texte de ce matin. Quand on est gêné, quand on se dit on n'a peut-être pas tout à fait notre place, rappelez-vous de cet extrait-là. Certes, il fut reconnu coupable de malversation financière, d'agression sexuelle et de diffamation. Il est accusé d'avoir volé et disséminé des documents secrets, d'avoir tenté de corrompre les agents électoraux, plusieurs de ses co-accusés ont plaidé coupables, et d'avoir fomenté un coup d'État, heureusement raté. Mais vous me direz, personne n'est parfait. Évidemment, il parle de Trump. Alors, c'est un texte de Jean-François Lisée dans Le Devoir ce matin, et je trouvais ça tout à fait fascinant. En fait, je pense qu'il faut regarder contre qui on a à intervenir. Et souvent, c'est sous la forme, parce que c'est le propre de l'article qui suit, mais c'est aussi les analyses sur l'URSS, c'est-à-dire sur la Russie maintenant, c'est à quel point la violence est omniprésente et que ces régimes-là s'imposent largement par la violence. Et donc, voilà, c'est pas par hasard que je vous parlais plutôt de comprendre les enjeux de l'armement. Non pas parce que je dis qu'il faut s'armer, loin de là, mais en comprendre les enjeux. Merci. Donc en transition, je vous propose qu'on écoute un troisième extrait du balado. Cette fois-ci, c'est un extrait de l'épisode 3. C'est un extrait assez intéressant parce qu'on va parler aussi du lien ou de l'impact plutôt des changements climatiques sur les femmes. Là, on va partir en Côte d'Ivoire écouter Micheline. Micheline, c'est la directrice d'une union en fait, de femmes qui sont pêcheuses en Côte d'Ivoire. Puis elle va nous parler un petit peu de en quoi est-ce que les changements climatiques ont eu un effet en fait, sur la pêche pour ces femmes. Ok. Donc, je suis Dion Samplé Micheline. Je suis la présidente de l'USCOFEPSI. Et l'USCOFEPSI, c'est l'Union des sociétés coopératives des femmes de la pêche et des métiers assimilés en Côte d'Ivoire. Donc, le changement climatique est aujourd'hui une réalité auquel les femmes font face dans le secteur de la pêche. La période est déplacée. Les espèces qui devaient arriver à une certaine période n'arrivent plus à cette période-là. Et les périodes sont réduites. Vraiment, où on faisait 4 à 5 mois aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui à 2 mois et demi, 1 mois. Et les espèces qu'on attend aujourd'hui, on ne peut pas les attendre. Pourtant, les femmes qui sont très actives, 80% des activités après capture sont menées par les femmes, sont faites par les femmes. Et ce sont ces femmes-là qui s'occupent de la scolarité, qui s'occupent du bien-être, qui s'occupent de l'éducation des enfants et qui font les repas à la maison. Ce sont les femmes qui sont encore le soutien des pêcheurs. Et quand elles voient leur activité impactée par le changement climatique, il faut se dire que c'est toute la société qui est bouleversée. Du coup, le changement climatique a un impact réel sur les activités des femmes. Et par exemple, si le poisson doit venir dans le mois de juillet, août, qui sont des périodes de vacances auxquelles les femmes, les enfants doivent travailler dur pour préparer la scolarité, sachant très bien qu'on a près de 8 mois d'abstinence et que ces femmes-là même ne peuvent même plus avoir ce poisson en 2 ou 3 mois. Il faut dire que c'est un coup dur qui est porté aux femmes, auquel nous, aujourd'hui, en tant qu'organisation, en tant que leader, on ne peut pas s'asseoir pour regarder. Voilà. Donc voilà pour ce dernier extrait qui, encore une fois, j'espère, vous donnera envie d'écouter l'ensemble des épisodes.
Je vois que le temps file, puis j'aimerais vraiment qu'on garde une bonne partie aussi pour les questions. Donc, je vais peut-être mettre ensemble les deux dernières questions. Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, quand même, c'est qu'en effet, les femmes occupent une place singulière au niveau de l'environnement. On a parlé de lanceuses d'alerte, on a parlé de leur place dans les systèmes alimentaires, on a parlé de l'impact des changements climatiques aussi sur les femmes. Mais ce qu'on n'a pas trop dit, c'est que malheureusement, encore souvent, les femmes sont pas mal absentes des processus de décision, ou alors, quand ça avance un petit peu dans le bon sens, puis Maud, tu le disais, c'est quand même à force de beaucoup de courage. Ça prend toujours beaucoup plus d'énergie. Donc moi, ma question pour vous, ça serait, est-ce que les choses avancent et est-ce qu'elles avancent dans le bon sens? Puis, je ferai en même temps le lien avec la dernière question parce que quand même, je pense qu'on a besoin d'entendre des projets d'espoir, on a besoin d'entendre des choses qui fonctionnent bien. Donc si vous pouviez aussi nous laisser avec un bon coup, peut-être quelque chose qui marche bien ou un appel à l'action. Donc je commencerai peut-être avec toi, Shanice, si tu veux bien. J'essaie de repenser à ta première question. Est-ce que les choses avancent et dans le bon sens? Les choses avancent, mais peut-être pas comme on le souhaiterait. Je repense comme au projet de protection de la rivière Magpie. On est très avancé, mais on a toujours des barrières. Quand je dis avancé, le projet est divisé en 3 volets. Tu as l'aire protégée autochtone, tu as la personnalité juridique de la rivière, on lui a octroyé 9 droits, puis tu as le programme de gardien du territoire. Le programme du gardien du territoire est actuellement, on a engagé 4 gardiens qui vont être nos yeux et nos oreilles sur le territoire. La personnalité, la rivière a maintenant 9 droits, ça avance bien, mais l'aire protégée autochtone. Là, ça, c'est un autre défi. Ici au Québec, on a eu, on va dire une consultation, c'est de recevoir une lettre qui te dit que je te consulte, mais nous, on ne reconnaît pas cette façon de faire-là. Donc, on les a approchés, on voulait savoir s'ils voulaient faire partie de notre démarche, d'avoir quelqu'un de leur ministère pour peut-être qu'eux se forment et que nous, on se forme en matière d'air protégé. Qu'est-ce que ça consiste? Parce que nous, lorsque j'ai mentionné un aire protégé à des membres de ma communauté, ça n'a pas été très bien vu. C'était comme, mais on n'aura plus le droit de chasser, on n'aura plus le droit de rien faire, nos activités traditionnelles. Mais dans le temps, c'était ça un peu, la manière de faire des aires protégées. Mais ce que je leur expliquais, c'était l'aire protégée autochtone, ça serait fait par nous, mais pour nous. On aurait le droit à notre chasse de subsistance et tout, mais c'est comme délimiter un territoire où on peut la protéger davantage par nous et pour nous, pour nos enfants et générations à venir. Mais comme je dis, les seules barrières qu'on a, c'est vraiment l'acceptabilité au niveau du gouvernement. Parce que si ils acceptent un aire protégé, dont en plus ils ont mentionné d'obtenir 30% de leur cible, vu qu'ils ont adhéré à la COP 15 aussi, je veux dire, ce serait une excellente avenue pour eux autres d'accepter. Fait que si je veux faire un appel à l'action, c'est peut-être mettre encore plus de pression. On le fait encore, mais on a besoin de votre appui, on a besoin d'être plus ensemble, d'être unis. Donc, je terminerai en disant... si vous voulez en savoir plus, vous pouvez m'écrire, vous pouvez nous aider à votre façon. Je veux dire, c'est pas un gouvernement quelques personnes qui doivent décider pour notre ensemble, pour notre avenir, pour la santé de l'environnement. Donc, je terminerai comme ça. Dans l'ordre, je vois qu'il y a des applaudissements des gens qui te soutiennent. Peut-être, Maud, justement, même question. Est-ce que pour toi, les choses avancent dans le bon sens ? Et ça serait quoi pour toi peut-être un projet gagnant ou alors un appel à l'action? Ben, les choses s'agitent. Je dirais pas, tu sais, comme est-ce qu'elles vont quelque part ou dans la bonne direction ou machin. En ce moment, ben, tu sais, ça a évolué dans le sens où, tu sais, il y a 15-20 ans, tu sais, c'était comme le changement climatique. C'est vrai. Non. Tu sais, comme les choses ont changé.
Mais là, c'est un peu étrange, en fait. On se ramasse à être un peu comme transition contre transition. Tu sais, il y a une transition hyper technologique où on va faire plus de barrages, puis une espèce de fuite en avant où on fait aucun deuil de privilèges, aucun deuil de mobilité, où est-ce que c'est une espèce de maintien d'un mode de vie comme ostentatoire, là, tu sais. Ou une transition qui s'ancre dans les contraintes réelles des milieux, qui célèbre une certaine gratitude de ce qui est là, puis de ce qu'il y a, puis avec une humilité, mais c'est pas une pauvreté, là, c'est de la vraie richesse, en fait, plutôt qu'une espèce de butin de guerre contre le futur. Fait que c'est incertain, ça bouge. Je pense que ça va dépendre des rapports de force qu'on va mettre en place. Si on laisse se déployer les infrastructures qui sont attachées au corpus de techno-transition fuite en avant, on va le regretter. Je pense qu'il y a quelque chose là à considérer. Et il y a un momentum de s'assurer que les investissements, notamment les investissements publics, soient faits vers des transformations, notamment au niveau du système agroalimentaire, au niveau des infrastructures qui permettent des résiliences des communautés dont on sera fier dans 2-3 générations. Puis il y a des gros choix qui vont se faire, qui se font actuellement et dans les années maintenant. Fait qu'il y a tellement de possibilités d'ancrage et d'angles à prendre, mais j'invite là à saisir le moment, puis à prendre soin de soi aussi à travers ça. T'sais, on honore la douleur qu'on vit pour le monde. Ça peut être paniquant, ça peut être énormément de choses. Est-ce que ça va marcher ou pas? On peut réussir à faire de notre mieux. On peut réussir à apprendre en chemin, notamment si on se laisse transformer par le chemin qu'on parcourt ensemble en s'écoutant, puis en acceptant d'en laisser tomber en chemin. Louise, même question. Est-ce que pour toi, les choses avancent et dans le bon sens? Bon, soyons clairs, on tourne souvent en rond. On a l'impression d'avancer, mais on fait un peu de surplace. Hein, c'est un tango un peu bizarre. Ceci dit, j'attire votre attention sur la nécessité de penser autrement. Il y a de plus en plus de travaux qui se font pour élargir les perspectives. Je pense par exemple aux travaux qui se font en droit depuis quelques années pour faire en sorte que les gens qui sont imputables puissent l'être effectivement. Vous savez, il y a un crime d'écocide qui a été développé et parce qu'il y a des responsables de cet écocide, hein, de cette destruction délibérée tout simplement parce qu'on le sait maintenant. On ne peut plus prétendre que c'est parce qu'on ne le sait pas. Et cette destruction de l'écocide, elle appelle à des actions contre les responsables qui sont parfois des responsables politiques, parfois des responsables économiques. Je pense que nous sommes aussi dans une période d'anthropocide. Je vous en reparlerai ultérieurement, mais c'est une attaque à l'être humain profondément. En fait, ce qui est à prendre en compte, c'est une atteinte à la fois au corps de la planète. Je vous parlais des limites planétaires qui sont largement dépassées, mais c'est aussi une attaque au corps de la pensée, au corps humain et au corps social. Et donc, ce n'est pas une position essentialiste, là. Quand je vous parle de corps, prenez-le au plan métaphorique. Mais c'est vous dire la nécessité de penser avec de nouveaux outils, avec de nouvelles perspectives, et pas en étant abattu. Il faut réagir. C'est tout à fait inconcevable ce qui est en train de se passer. Et il est absolument essentiel, dans chacun des domaines où nous sommes, d'arriver d'abord et avant tout à nommer les choses. Puis vous savez, on arrive de loin, là. Quand tu parlais d'agriculture tantôt, je me souviens d'une étudiante, Mariette Trottier, qui en 82 a fait son mémoire de maîtrise avec moi sur les productrices agricoles. Ben, écoutez, le mot productrice agricole n'existait pas et elle l'a inventé.
Et on a fait en sorte qu'à Statistique Canada, on identifie les productrices agricoles. Vous savez, il faut à chaque fois nommer, faire advenir, comptabiliser, rendre visible. Et rendre visible, ça ne veut pas dire... Tu vois, moi, j'ai travaillé beaucoup sur le travail domestique, sur la production domestique, sur la production anthroponomique. Y a-t-il un travail plus plate que ça? Hein? Pour la plupart des gens, c'était ennuyeux. Et je me souviens, quand j'étais à Paris, le mot production domestique ou travail domestique, c'était dans la section des plantes vertes à la bibliothèque de Beaubourg. C'est vous dire, hein, quand vous dites on n'existe pas, ça veut dire qu'il faut d'abord arriver à nommer les choses, qu'il faut les faire advenir, qu'il faut les comptabiliser. Puis quand je dis comptabiliser, c'est qu'on les comptabilise d'abord avec les outils qui sont là, ce qui nous permet progressivement de critiquer les outils eux-mêmes. Bref, il y a une démarche intellectuelle absolument fascinante. Et quand vous êtes découragé du quotidien, dites-vous que penser, c'est prodigieux. Ça nous permet d'aller au-delà des problèmes très concrets qui sont les nôtres, mais surtout de pouvoir y apporter des réponses très, très, très pratiques. Et donc... c'est une invitation, hein. J'ai l'air de l'intellectuel de service, là, mais c'est... Et c'est pas parce que je ne suis pas aussi dans l'action. Hein. Je l'ai toujours été, puis de temps en temps, bon, écoutez, il faut mettre la main à la pâte et il faut dire assez, c'est assez. Je veux dire, quand on a empêché les multinationales de l'eau française de s'emparer des eaux de Montréal, la plupart d'entre vous, vous en souvenez pas ou vous ne le savez pas, c'était en 1996. C'était de s'emparer du système d'eau municipal, de le privatiser, de s'emparer de l'usine des Bayets, qui avait le double de sa capacité, d'embouteiller l'eau comme le font Coca-Cola et les autres pour la vendre. Et tout ça, nous le faisant payer quelque chose qui était déjà payé. Il a fallu un grand mouvement citoyen avec des artistes, et c'était la première fois que les artistes s'engageaient sur autre chose que sur le mouvement nationaliste. Ça a été la première fois qu'ils se sont engagés pour les enjeux environnementaux. A fallu intervenir dans les médias largement, a fallu les syndicats qui ont joué un rôle majeur, mais aussi bon nombre de communautés religieuses. Moi, je me souviens de religieuses avec qui on travaillait, qui étaient là au quotidien, moyenne d'âge 75 ans, 77 ans, écoutez, d'une verdeur absolument incroyable et d'un sens pratique prodigieux. Quand je vous parle de la nécessité de penser les choses, non pas en termes de division, mais en termes de liens et de nouveaux liens dans la pensée également, ben voilà. J'espère que... Peut-être que vous allez vous faire dire que vous êtes écoféministe aussi en sortant de la salle. Je ne sais pas si je le suis plus, mais y a un certain nombre de textes très inspirants qui ont vieilli, qui ont... Écoutez, ça va dans tous les sens. Hein, ça appartient au féminisme libéral, au féminisme radical, aux différentes tendances. Je vous ai dit, je ne faisais pas un cours sur l'écoféminisme. Mais l'important à en dégager, c'est la nécessité d'être sur nos deux pieds et d'avoir un certain courage et d'avoir de la suite dans les idées. Merci. Merci beaucoup à toutes les trois. Je vous propose maintenant qu'on ouvre une période de questions. Donc, je vais libérer mon micro qui va pouvoir circuler jusqu'à vous. Donc, soyez pas timides, n'hésitez pas. Pensez à Trump. Oui. Bonsoir, merci beaucoup pour ce panel. Moi, j'aurais une question. Ça a l'air assez unanime de la part de vous trois, comme quoi le changement, notamment par rapport au bon coup ou par rapport à l'avancée, soit ça s'agite, soit c'est un peu trop lent, soit bon, on ne sait pas trop. Puis vraisemblablement, qu'est-ce que ça prend? Puis à des niveaux différents, donc soit communautaire, soit gouvernemental, soit citoyen. Mais à la fin, on a tous la même question, je pense, puis qui nous anime tous. Qu'est-ce que ça prend pour accélérer cette transition? Merci.
Allô? OK. Pour répondre un peu à ta question, moi, je dirais que qu'est-ce que ça prend? Ben, ça vient de nous. Qui élu nos gouvernements? C'est nous. Comme pour mon conseil, qui élu nos leaders, nos porte-paroles? C'est nous, les membres de la communauté. Je veux dire, ça vient de nous. Comme elle disait, c'est de faire des liens, de changer notre façon de penser. Puis ça commence aujourd'hui. Peut-être d'arrêter de se diviser, mais de se rassembler. Je ne sais pas, on dirait, pour moi, dans ma vision, c'est tellement simple, mais en même temps, c'est tellement compliqué. Je veux dire, c'est simple, il faudrait juste travailler ensemble, mais comment qu'on le fait? Je veux dire, on est tous, comme Inno, je le dis souvent, ça veut dire être humain. Fait que pour moi, on est tous des Inno, on est tous des êtres humains. Je veux dire, c'est un tout. On fait partie, on est tous liés. Fait que je pense que ça vient de nous avant tout. S'il y avait une recette simple, on ferait des livres de recettes. Et c'est pas le cas. Je pense que dans chacun des domaines, il faut se poser des questions sur le fond des dossiers. Je vais te donner un exemple. J'étais dans un travail là, sur les pesticides récemment et je constate, à la lumière d'un autre article, qu'en fait, les données, y compris celles de la FAO, que tout le monde utilise depuis des années, ben, pour les pays du Sud, ça sous-estime de 128 fois les pesticides utilisés. Parce que je me posais la question depuis un certain temps, on a d'autres données qui mettent en évidence qu'il y a plus de 380 millions de personnes hautement intoxiquées par année aux pesticides et 11 000 morts. Tu te dis, c'est important. Mais c'est d'autant plus important si tu te rends compte que ce n'est pas les bonnes statistiques. Mais pour avoir les bonnes statistiques, ça implique qu'il y ait un travail très fin qui soit fait. Je te dirais que c'est à peu près comme ça dans tous les domaines. Et donc, il faut pouvoir avoir l'audace et le courage, non seulement d'aller au fond des dossiers, mais de questionner les prémices des dossiers, pour savoir si on s'en va dans le bon sens ou non et si c'est assez juste. Et puis, d'autre part, quand je parle de dialogue, c'est que parfois, on est dans un courant et on ne voit pas nécessairement ce qui se passe à côté. Et c'est extrêmement important dans une démocratie d'être très attentif à des courants adverses, à des gens qui ne pensent pas du tout de la même façon. C'est à ça que servent les fêtes de famille à Noël au Québec. Hein, c'est de rencontrer toutes sortes de gens que tu ne vois pas habituellement. Puis c'est toujours très le fun. Puis on se dit toujours, il faudrait faire ça plus souvent parce que ça permet de confronter un peu ce qui très rapidement peut devenir des idées, je dirais, un peu préconçues. Oui, non, c'est ça. Il y a plusieurs approches qui sont nécessaires. Je pense qu'il y en a une qui soit suffisante, puis on a tendance à se blâmer d'être insuffisant, puis c'est un peu dole. Ceci dit, il y en a potentiellement qui nuisent, puis ça prend une certaine rigueur, de dire « on s'est battu pour quelque chose, puis on le regrette. » Je pense, mais pour vraiment y arriver, là, pour de vrai, là, moi, ça me fait beaucoup de bien de redonner une autre perspective historique. Ça fait pas si longtemps, ces régimes-là, qui se prétendent là, comme omnitrucs de tout temps, de tout espace, un peu comme la grosse agro-industrie qui dit qu'elle nourrit le monde, mais elle ne nourrit pas le monde. C'est pas elle qui nourrit. Elle ne produit rien. À l'extrait, elle ne produit rien. Fait que de comme mettre les choses un peu plus à leur place pour nous gagner en confiance, d'affirmer ce qui doit être, puis de ne pas juste le demander, de l'affirmer avec une force confiante. Puis c'est sûr que de l'audace, ça se génère plus collectivement. T'es-tu game? Moi, je suis game. Si on est toutes game, on y va dessus. Je pense qu'on est en train de générer ça entre les mouvements, d'essayer de voir. Mais c'est sûr qu'il y a certains deuils à faire aussi. Ça, je pense qu'il y a... Puis, dans des sociétés privilégiées, où il y a beaucoup de gens qui sont quand même assez privilégiés, ou que les caisses de retraite sont attachées à des systèmes financiers, ou à ci ou à ça. Il y a des complexités à se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on les...
c'est quoi les verrous, c'est quoi les freins, c'est quoi les affaires. Et il y a des réflexions très intelligentes qui ont cours en ce moment. Je vois beaucoup plus de pensées stratégiques, il y a de la construction de force, il y a quelque chose qui grandit, qui n'est pas pleinement advenu, qui n'est pas visible, mais une construction de force qui, je pense, aura comme la cohésion, l'intelligence, le ci, le ça, pour se relier à d'autres trucs ailleurs aussi, qui aussi grandissent en force puis en intelligence. Je pense que ça va prendre de ramener des affaires comme la loi du marché, c'est pas la loi de la gravité. C'est pas la même chose. Il y a un niveau d'obéissance qui est pas qui peut transformer le cours du truc. Fait qu'une certaine audace là, à cet égard-là. La question des dettes. Les dettes, ça rend personne plus futée. Des dettes. Puis là, on vient de dire là, 11 milliards de dettes. On le doit à qui? Qu'est-ce que c'est ça? Comment ça, on n'aurait pas les moyens de reniper les écoles puis que le monde mange? Voyons donc. Qui c'est qui tremble là, qu'il y ait 11 milliards de je sais pas où, de je sais pas quoi, qu'on se doit à nous-mêmes ou qui est une espèce de truc comptable? Fait que, des éléments à qui on attribue énormément de signification puis d'autorité, alors que dans les faits, ces choses-là sont des abstractions convenues dont on pourrait tout à fait convenir autrement. Je pense qu'il y a une part de tout ça. Il y a une part aussi de se générer collectivement le courage comme émotionnel puis psychologique de regarder les réalités, de les admettre. Tu sais, les 6 limites planétaires, l'état des lieux, ce que ça exige. C'est difficile à vivre, puis de ne pas se laisser seul là-dedans. Mais on a besoin d'être authentiquement avec la situation. Et plus ça va, plus c'est exigeant émotionnellement. Puis je pense que c'est une autre clé pour qu'on persiste à travers les luttes. Puis bon, je ne vais pas faire semblant là, que j'ai toutes les clés ici, mais notre capacité d'apprendre. Vraiment la capacité d'apprendre, parce qu'on se génère, moi, la perspective stratégique que moi j'entretiens, c'est on se génère des nouveaux points de départ. Puis à ce nouveau point de départ-là, chemin faisant, on a appris des choses, puis on a été transformé par ça, puis on a cheminé, fait que ça nous semblait inconcevable. On ne peut pas voir 8 chemins plus loin, mais si on fait bien le chemin pour se rendre là, bien là, il y aura d'autres possibilités qui, là sont difficiles à imaginer. Fait que d'avoir confiance que si on y va avec intelligence, avec authenticité, vraiment dans la construction de force, bien, il y a des choses qui vont devenir plus claires, plus plausibles, plus possibles, plus écrasables aussi. Voilà, point. En complément à ça, je ne suis pas tout à fait d'accord avec tes remarques sur la dette, c'est un peu plus compliqué, mais ceci dit, il faut s'intéresser aux politiques publiques. C'est une des forces du mouvement environnemental depuis longtemps. Le mouvement féministe a fait des gains aussi en s'intéressant aux politiques publiques, mais malheureusement, ce n'est pas très, très à la mode. Et on a l'impression que c'est ennuyeux de s'intéresser aux politiques publiques, alors qu'en fait, les changements, c'est aussi par là qu'on les négocie et qu'on les obtient. Et donc, ça, c'est un travail, oui, qui est long, qui est patient. Il ne faut pas toujours être si patient que ça, mais il faut vraiment faire ce travail qui est absolument essentiel à tous les niveaux. Parce qu'on ne peut plus... Une des choses qui se dégage de plus en plus, c'est que le recours aux tribunaux, c'est un recours lié à l'incurie de l'État dans bon nombre de domaines. Et là, ça devient un peu problématique parce que ça coûte très, très cher à tout le monde et ce n'est pas nécessairement ce qui serait le plus efficace. Et donc, tout ce qui permet d'intervenir avant, au niveau de l'État, dans tous les dispositifs d'évaluation notamment. Vous savez, s'il y a eu une telle unanimité pour demander un BAP, ce n'était pas par hasard, c'est que les gens ont compris qu'il faut évaluer les projets avant de les faire, dans le cas de Nordvolt. Donc, ça, c'est... puis je ne dis pas que le BAP, là, c'est le nec plus ultra et que ça résout tout, mais au moins, on a compris collectivement la nécessité d'évaluer et de prendre la pleine mesure des choses. Merci. J'ai vu qu'il y avait une autre main levée. Je vous demanderai juste de faire un poil plus court, comme ça on va prendre encore plus de questions. Merci. Ma question est pour Shanice. Je m'appelle Maya Cousino-Mollen et je suis la tante de Shanice.
Je suis écrivaine, poète et conférencière. Et souvent, je dis dans mes conférences que ma mère, Inou, a témoigné à la commission Vérité et Réconciliation. Moi, j'ai témoigné à la commission Viens. Et je souhaitais beaucoup que mes neveux et nièces n'aillent pas à prendre un micro pour défendre leur origine. Et je suis quand même contente de voir où elle est rendue, parce qu'au moins, elle peut se permettre de défendre une rivière. Elle n'est pas là pour défendre son existence à elle en tant qu'être humain et femme, mais elle peut se permettre de débattre là-dessus. Ma question est, est-ce que tu es une optimiste, comment dirais-je, incorrigible? Parce que moi, je suis assez pessimiste et je n'ai pas grand confiance en l'humanité. Moi, de nature, je suis quelqu'un qui va être optimiste. J'ai toujours tendance à penser que quelqu'un peut avoir sa deuxième chance ou que on peut toujours avoir place à l'amélioration. Même que ce soit, comme je te disais tantôt, ce que je trouve triste, c'est comme on est une des espèces les plus intelligentes, mais une des espèces qui atteint le plus la Terre. Donc, je veux toujours avoir l'espoir parce que je suis maman d'un garçon de 3 ans, donc je voudrais que lui aussi puisse vivre sur un territoire en santé, qu'il puisse boire de l'eau à même la rivière Magpie comme on est encore capable de le faire. Donc, oui, moi, je suis quelqu'un qui va continuer vers l'espoir et être optimiste. Moi aussi, j'ai une question pour Shanice. Tout à l'heure, merci beaucoup pour ton témoignage. Tout à l'heure, tu as mentionné, lors de ta prise d'initiative, d'être allé consulter les aînés de ta communauté. Puis j'étais curieuse juste de savoir quelles ont été leurs réactions. Est-ce qu'elles étaient surprises? Est-ce qu'elles comprenaient? Est-ce qu'elles auraient... Elles vous ont dit qu'elles auraient aimé ça, peut-être le faire alors, comme la différence un peu entre la jeunesse que tu as mentionnée puis peut-être les aînés, justement? Je te dirais que nos aînés nous ont accueillis à bras ouverts parce qu'on dirait qu'ils attendaient juste ça. Parce que la plupart de nos aînés vont parler encore dans notre langue traditionnelle Innu. Comme je me dis, des fois, j'ai eu la chance d'aller étudier puis de comprendre un peu mieux les termes de la langue française. Des fois, c'est comme compliqué. Puis des fois, d'expliquer dans ma langue maternelle, comme aire protégée, comment j'explique ça à un aîné, que lui, dans sa pensée, il n'y a pas de délimitation du territoire. On fait partie d'un tout. Donc, ça a été un défi, mais je te dirais qu'ils nous ont accueillis très, très positivement, puis qu'ils nous disaient, revenez nous voir, venez nous filmer pour garder ça comme archive. Pour les jeunes à venir, on aimerait ça être invités, on aimerait ça comme... c'est eux autres, nos experts, c'est eux autres qui ont tout le savoir. Puis, tu sais, comme je parlais du programme des gardiens, mais c'est eux autres qui vont former nos gardiens. Parce que c'est nos livres, c'est nos dictionnaires, je veux dire, c'est eux qui ont vécu sur le territoire, qui sont les personnes les mieux pour nous former, nous dire leur expérience, ce qu'ils ont vécu. Il n'y a pas si longtemps, on vivait encore dans des tentes. Donner naissance avec une sage-femme, c'est la même réalité aussi au Québec, mais je veux dire, on se ressemble beaucoup, mais les aînés sont nos forces. C'est pour ça que le lien intergénérationnel est très important dans notre culture, les aînés avec les jeunes. Bonjour. Donc, on n'a pas du tout parlé, sauf si c'était au tout début, d'éco-anxiété aussi, parce qu'il y a beaucoup d'activistes aujourd'hui qui arrêtent justement ce combat parce qu'elles se rendent compte que ça arrive à rien et qui se retirent en fait du monde de l'activiste. J'aimerais avoir votre avis sur ça. Ouais, je ne l'ai pas nommé comme ça tantôt, mais c'est effectivement ce que je voulais évoquer sur notre capacité émotionnelle puis psychologique. Puis, parce qu'il y a de l'écho...
ça s'est comme nuancé aussi. Il y a l'éco-colère, il y a toutes sortes, en fait, de dimensions, dont l'éco-anxiété. Moi, je trouve très inspirant l'approche du travail qui relie cette idée de vraiment comme l'honorer comme une authenticité à la situation réelle, puis de ne pas le traiter comme une pathologie, mais de quand même voir comment on part de là, comment on peut honorer ça, mais aller vers de l'action ou des fois juste être triste avant de faire autre chose. Mais oui, ça appelle à une vigilance. C'est un niveau d'alerte, c'est un niveau de destruction qui est un peu inconnu. Ce que ça soulève dans les vécus, c'est légitime. Comment on deal avec ça? On est en train de l'imaginer en chemin. D'autant plus qu'on est un peu spirituellement dépourvu dans nos affaires, dépendant d'où on vient, puis c'est quoi nos histoires. Il y a quelque chose là au niveau aussi des sagesses des peuples qui ont vécu des destructions majeures et qui ont persisté. Je pense qu'il y a là une humilité puis une écoute à avoir. Fait que sur ce, en mise en abîme, je vais cesser de parler. Moi, j'ajouterais que quand tu dis que ça ne sert à rien, je ne suis absolument pas d'accord. Ce n'est pas parce que ça avance pas suffisamment vite ou parce que la danse est un peu plus lente que ça n'avance pas. Je veux dire, regardons ce qui s'est passé au cours des 40 dernières années. Je veux dire, c'est fascinant. À tous les niveaux. Je veux dire, le droit de vote des femmes, là, c'était dans les années 45, là, au Québec. Je veux dire, c'est tard. Et jusqu'en 68, la situation des femmes était loin d'être brillante. Et c'était les écoles ménagères. Et non, mais, tu sais, je veux dire, il faut regarder là, ce qui s'est passé en termes d'évolution. Au niveau de l'environnement aussi. Et puis, soyons clairs, dans le cas du Québec, là, on est les privilégiés des privilégiés. Regardons ce qui se passe à l'échelle du monde. Je veux dire, oui, peut-être qu'on trouve ça difficile, mais c'est surtout difficile si on le voit comme une bataille. Je veux dire, je ne pense pas que l'environnement, ce soit une bataille. Je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui n'ont pas l'information. Il y a des gens qui en profitent largement. Ceux-là, si on peut leur donner une petite jambette de temps en temps, on ne se privera pas. Mais ce n'est pas nécessairement pour autant une bataille. C'est un engagement vital. On n'a pas le choix. Et donc, quand on n'a pas le choix, c'est pas le temps de déprimer, là. Je veux dire, il faut faire ce qu'il y a à faire. Et ce qu'il y a à faire, c'est de modifier progressivement. Puis à la limite, si un type d'intervention te décourage, t'en fais un autre. Je veux dire, les types d'interventions à faire sont tellement nombreux, variés, puis on change de gang, puis on fait autre chose. Puis non, on a l'embarras du choix. Et regardons la situation dans le monde. Vous savez, on parle depuis quelques années de féminicide pour désigner, dans le cas du Québec et dans le cas de la France aussi, de certains pays, des femmes qui sont tuées par leur conjoint, règle générale. Moi, j'ai calculé, à un moment donné, les féminicides à l'échelle du monde. C'était plus de 60 millions. 60 millions liés à l'alimentation, liés au fait de se débarrasser des petites filles dès la naissance. 60 millions, c'est plus que tous les morts de la dernière guerre mondiale. Autrement dit, regarder les phénomènes collectifs plutôt qu'individuels, se dire qu'ici, on est quand même relativement privilégié dans les pays du Nord en général, et tenter d'établir des liens et de se mettre les mains dans la pâte. Ça peut être une corvée de faire des tartes, mais il peut y avoir un grand plaisir à faire des tartes, surtout si on les fait collectivement. Je m'excuse de cette métaphore cuisinière, là, mais c'est que la notion de plaisir dans ce qu'il y a à transformer, pour moi, c'est un très, très bon moyen d'éviter ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Puis regardez plus largement. On ne va pas se quitter sur l'éco-anxiété, là. Il n'y a pas d'autres questions? Shanice, est-ce que tu aurais aimé réagir sur l'éco-anxiété?
T'es pas obligé, hein. Des fois, ça m'arrive aussi d'être... l'anxiété, c'est un grand mot, mais je me dis, je comprends pas encore. Tu sais, je remets le moment de COVID. Bon, ça a créé beaucoup, beaucoup d'anxiété. Mais la guérison, par exemple, est venue du territoire. Fait que, tu sais, la reconnexion au territoire, le retour aux sources. Comme, tu sais, c'est de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait pour protéger ou lutter, ou des fois, comme tu mentionnais, c'est peut-être pas des batailles, mais des fois, ça devient des batailles sans qu'on le veuille. C'est ça. Donc, moi, je dis, tu sais, on l'a expliqué plusieurs fois, les aînés nous l'ont dit, mais tu sais, d'être sur le territoire, c'est une guérison. Justement, comme elle mentionnait, nous autres, on a eu une coupure avec les pensionnats. Ça a été de nous mettre dans des écoles résidentielles pour justement tuer l'Indien en lui. J'aime pas le mot indien parce qu'on était nous, mais ça n'a pas fonctionné parce qu'ils ont essayé de nous assimiler, mais on est retourné dans nos territoires. Ben, ça a été ça, notre véritable guérison. Même si vous êtes en ville, peut-être d'aller proche d'un arbre, d'un cours d'eau, tu sais, de revenir aux choses essentielles, tu sais, à la base. Oui, vous êtes peut-être... Je ne serais pas capable de rester en ville 7 jours sur 7, 365 jours par année. Parce que le bruit sonore, la pollution, l'air, j'aime mieux respirer l'air salin. Je viens en avant de la mer, la rivière est en arrière de moi. Tu sais, je veux dire, c'est la tranquillité. Mais des fois, si vous êtes en ville, allez vers un cours d'eau. Tu sais, pensez, je ne sais pas, à vos défunts, à quelqu'un qui représente beaucoup pour toi. Tu sais, toucher à un arbre, toucher à l'herbe, mais quelque chose d'essentiel, de revenir à la source, c'est ce que je veux dire. Tu sais, des fois, c'est simple comme action. Ce qui revient beaucoup aussi dans les réponses qui sont données, c'est l'action. Et tu sais, nous, par exemple, à SUCO, on a des projets où on travaille avec les jeunes. Et moi, je trouve, puis je m'identifie comme jeune, que justement, la jeunesse, on parle énormément d'éco-anxiété. Moi, je me reconnais aussi là-dedans. Puis une des solutions qu'on a trouvées en commun, c'est de dire d'agir, en fait. Ça peut être agir individuellement, ça peut être agir collectivement. Déjà, je trouve que le fait que vous veniez à ce type de panel, ça en dit long, en fait, sur votre volonté, en fait, de vous informer. Puis après, vous allez avoir l'occasion d'échanger avec les jeunes du cercle. Mais est-ce que vous pourriez faire un petit coucou pour qu'on vous voie? Oui, Jean-Christophe, Béatrice. Oui. OK, ouais. Mais oui, il y a aussi le cercle, parce qu'on a 2 cercles ce soir. Il y a le cercle qui a travaillé donc sur la création du balado. Puis on a aussi John, qui est un représentant d'un cercle dans une école secondaire, à l'école secondaire Mont-Royal. Donc moi, ce que je trouve qui est beau face à l'éco-anxiété, c'est qu'il y a quand même du monde qui, justement, est dans l'action, qui veut s'engager. La nouvelle génération est vraiment porteuse là-dessus. Donc ça serait un petit peu ça, peut-être, l'appel à faire, en fait. C'est, oui, avoir du plaisir, comme tu l'as dit, Louise. Oui, avoir un rapport aussi, une connexion à la nature. Des fois, ça ne prend pas grand-chose, mais tu sais, sentir ce lien avec l'environnement, ça passe par aller dehors, mais aussi agir, puis des fois le faire ensemble, parce que tout seul, ça peut sembler être une montagne énorme, mais finalement, quand on va se mettre ensemble, qu'on a du fun, que peut-être on va faire un projet en nature comme ça, tout de suite, on va se dire, ouais, ça y est, on respire un peu mieux, puis on sent que ça avance dans le bon sens. Oui. Et parfois, il faut juste identifier les facteurs à l'origine des problèmes. Dans le petit balado, tantôt, la personne qui fait de la pêche disait que c'est les changements climatiques qui font en sorte que, peut-être en partie, mais c'est aussi les grands bateaux usines qui ont pillé le fond des mers. Je veux dire, les grands chalutiers ont pillé le fond des mers. Et les États-Unis ont été parmi les premiers pays à interdire ce type de chalutage sur certaines de leurs côtes. Parce que c'est énorme ce qu'ils détruisent au niveau des fonds marins et ce qu'ils détruisent comme capacité de pêche future, mais aussi actuelle. Donc, ça c'est d'intervenir sur le commerce international, c'est d'intervenir sur les pêches, c'est d'intervenir... Mais
autrement dit, c'est que si on dit que c'est les changements climatiques, c'est un peu comme Dieu, là, tu sais, on est un peu pris de court, alors que si on voit le rôle de prédateur, hein, de pratique de prédation, littéralement, ben là, on a aussi des possibilités d'intervenir plus concrètement. Hein. Je ne dis pas que les changements climatiques ou les dérèglements climatiques, c'est Dieu le Père, pas du tout. Il ne faut pas me méprendre. Mais c'est important de pouvoir identifier toujours, y compris dans un contexte de dérèglement climatique et de crise de la biodiversité, les facteurs socio-économiques et politiques à l'origine des problèmes. Ça nous rend beaucoup moins anxieux. Ça nous rend impatients. Au plaisir. Donc, merci beaucoup. Bon, on arrive malheureusement à la fin de ce panel. Je tiens vraiment à vous remercier toutes les trois. Merci infiniment Shanice, merci infiniment Maude, merci infiniment Louis. Je pense qu'on peut les applaudir quand même très fort. Je voudrais aussi prendre le temps de vraiment remercier les jeunes du Cercle Transition qui sont là parce qu'on ne se rend pas compte, mais là, vous avez entendu que des petits extraits. Puis comme je vous dis, il y a tout un travail de montage qui s'en vient. Mais ça fait des mois qu'on travaille quand même ensemble sur ce projet. C'est un super bel engagement. Puis c'est ça, vraiment merci de donner aussi de votre temps parce que vous avez des emplois du temps qui sont chargés comme tout le monde. Puis malgré tout, vous avez décidé de donner plusieurs heures de votre temps chaque mois pour ce projet-là. Donc un grand merci. Merci aussi aux femmes qui ont accepté de nous rencontrer en Côte d'Ivoire, au Honduras, au Québec pour justement échanger sur ces thématiques qui sont ô combien intéressantes. Donc, je vous en dirai un petit peu plus après sur le balado. Mais avant ça, je voudrais aussi remercier la Maison du Développement Durable. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci à la personne en technique aussi qui a rendu ce panel hybride possible. Ouais, un gros bravo. Puis évidemment, un grand merci à nos bailleurs de fonds. Hein. Ce panel, il a été rendu possible grâce à l'appui financier du gouvernement du Canada par l'entremise d'Affaires mondiales Canada et Hydro-Québec. Donc, on les remercie vraiment de rendre ce type d'événement-là possible. Puis, justement, je voudrais quand même vous laisser sur un appel à l'action. Alors, vous n'allez pas être surpris, je vais vous parler du balado. Mais évidemment, ce que je vous invite à faire, on est au mois de mars. C'est sûr que c'est un mois où on parle beaucoup, justement, enfin, des questions de genre, de la place des femmes. Il y a une tonne d'événements qui se passent à Montréal. Continuez, en fait, à vous informer, continuez à participer. Si la dimension internationale vous intéresse, moi, je vous invite vraiment à rester connecté avec les activités qu'on fait à SUCO. C'est sûr qu'aujourd'hui, on était plus ancré sur du local, on parlait un petit peu de façon générale. Vous avez quand même pu voyager avec nos extraits, mais vraiment regardez ce qu'on fait parce que nous, des projets à l'international avec des femmes inspirantes, on en a des tonnes. Donc, allez vraiment voir notre page web, suivez nos médias sociaux, intéressez-vous aussi à tout le travail des ONG et des partenaires, que ce soit ici ou à l'international. Puis, une chose que vous pouvez faire aussi, c'est d'écouter le balado. Donc, il va sortir au printemps. Ça va être 5 épisodes sur la question justement du rôle, ou plutôt du lien entre les femmes et la terre, la transition socio-écologique. Vous allez voir, ça s'écoute très bien. Ça dure 20 minutes. C'est super intéressant. Donc voilà, un grand merci encore. Puis, merci à vous. Merci à vous d'être venus. Donc, vous pouvez vous applaudir, je pense aussi. C'est très chouette. Puis, pour finir, on a des petites bouchées qui vous attendent juste à la sortie. Donc, ne partez pas trop vite. Restez ensemble. Puis, comme ça va nous permettre de poursuivre les échanges et de pouvoir un petit peu prolonger le plaisir de la soirée. Donc, merci tout le monde.